Nous commençons par la cavité buccale, et dans cette cavité buccale qui est formée par la bouche, elle est limitée en avant par les lèvres, en haut par la voûte du palais, en bas par le plancher sur lequel repose la langue, sur les côtés il y a les joues, puis tout autour il y a les dents, et en arrière la voile du palais qui se termine par la luette. Dans la bouche, on trouve normalement 32 dents, 8 incisives, 4 canines, 8 prémolaires et 12 molaires, dont 4 dents de sagesse. La langue comprend normalement 35 muscles, dont un central. On trouve également dans la bouche les glandes salivaires dont nous parlerons par la suite. Et bien entendu, la bouche communique avec le pharynx par l'intermédiaire de la gorge, ce qu'on appelle l'isthme de Gaussier. En ce qui concerne le pharynx, c'est un carrefour des voies respiratoires et digestives. On y distingue la luette, qui est le prolongement de la voûte du palais vers l'arrière et en bas, et l'épiglotte, qui est le couvercle de la glotte, c'est-à-dire l'orifice supérieur du larynx. On subdivise le pharynx en 3 parties. Une partie supérieure, une partie intermédiaire et une partie inférieure. La partie supérieure du pharynx, qu'on appelle le rhinopharynx ou pharynx supérieur, il fait suite aux fosses nasales et au niveau duquel s'ouvre la trempe d'Eustache. Le pharynx intermédiaire au pharynx buccal, qu'on appelle également l'arrière-bouche ou l'oropharynx, est une partie qui communique avec la bouche grâce à l'isthme de Gaussier. Le pharynx inférieur, qu'on appelle également le pharynx œsophagien, est la partie qui va se continuer avec l'œsophage. Faisant suite au pharynx, on trouve l'œsophage. L'œsophage est un tube musculaire de 25 cm de long et 2,5 cm de diamètre et qui fait suite au pharynx. Il descend verticalement tout au long de la colonne vertébrale, juste en arrière de la trachée artère. Il traverse le diaphragme pour aboutir à l'estomac. Ces deux extrémités, supérieure et inférieure, sont constituées par des sphincters, c'est-à-dire des zones qui se comportent comme des valves au niveau desquelles règne une pression très élevée. Le sphincter œsophagien supérieur, qui est à la limite du pharynx, et le sphincter œsophagien inférieur, ou cardia, qui limite l'œsophage de l'estomac. De point de vue structure, la paroi de l'œsophage est très épaisse et elle est constituée de 4 couches. De l'intérieur vers l'extérieur, on trouve la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. Cependant, cette structure diffère selon les espèces. En effet, par exemple, chez le chien, les ruminants et le lapin,
la musculature œsophagienne est entièrement formée de musculature striée, comme par exemple le muscle squelettique. Par contre, chez le chat, le singe et l'homme, la partie orale de l'œsophage est striée, c'est-à-dire la partie supérieure, alors que la partie aborale, c'est-à-dire la partie inférieure, possède en plus de la muqueuse et la sous-muqueuse, une musculature lisse composée de deux couches. Une couche musculaire longitudinale externe et une couche circulaire interne. Et cette structure, on va la retrouver pratiquement tout au long du tube digestif. L'innervation de la musculature, de l'œsophage, là aussi, elle diffère selon qu'il s'agisse du muscle strié ou du muscle lisse. Pour ce qui est de l'innervation de la musculature striée, elle est très simple et se fait selon des modalités identiques à celles des muscles squelettiques, c'est-à-dire une fibre motrice qui forme une plaque motrice au niveau des fibres squelettiques. Les motoneurones qui commandent la contraction de ces muscles et dont les corps cellulaires se trouvent dans le bulbe arrivent à l'œsophage par les nerfs glossopharyngiens et les portions cervicales des nerfs vagues, dont nous parlerons par la suite. En ce qui concerne la musculature lisse, l'organisation de la commande nerveuse est beaucoup plus complexe et consiste à distinguer deux types de neurones. Le premier type, ce sont des neurones dont les corps cellulaires sont localisés entièrement à l'intérieur de la paroi de l'œsophage et qui constituent ce qu'on appelle le système nerveux intrinsèque ou intramural. Le deuxième type de neurones, ce sont les neurones dont le corps cellulaire est situé à l'extérieur de la paroi, à savoir pour la voie efférente dans le bulbe et dans les ganglions sympathiques de la chaîne latérovertébrale, et pour les voies afférentes dans le ganglion plexiforme et dans les ganglions spinaux. Tout ça, nous le verrons par la suite. Ces neurones constituent ce qu'on appelle le système nerveux extrinsèque ou extramural. Nous commencerons tout d'abord par l'innervation intrinsèque. L'innervation intrinsèque est constituée par des amas de neurones qu'on voit sur cette figure ou sur celle-là, schématiquement. Elle est constituée par des ganglions intramuraux qui sont localisés d'une part entre les deux couches musculaires, c'est-à-dire la couche circulaire et la couche longitudinale, et ces plexus sont appelés les plexus mi-entériques ou plexus d'Orbach. Mi-entérique parce que c'est entre les deux couches musculaires. Et d'autre part, au niveau de la sous-muqueuse, et ces plexus sont nommés plexus sous-muqueux ou plexus de Meissner. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que les cellules ganglionnaires ne constituent pas toujours des formations anatomiques bien individualisées,
mais sont souvent disposés en bande ou de petits groupes connectés entre eux, comme on le voit ici, ou même sur ce schéma, par des fibres nerveuses pour constituer des réseaux. L'essentiel des neurones ganglionnaires de ces plexus sont des neurones moteurs qui donnent des axones destinés à la musculature lisse. D'autres neurones sont sensoriels et reçoivent des informations sur la composition du contenu luminal capté au niveau de l'épithélium ou également sur la tension des muscles lisses. Au sein de ces plexus, on trouve deux types de neurones, des neurones excitateurs cholinergiques et des neurones inhibiteurs non cholinergiques, non adrénergiques, appelés généralement purinergiques. Les neurones du système intramural qui représentent l'élément postganglionnaire du système parasympathique constituent également la voie finale commune sur laquelle s'exerce l'influence des systèmes parasympathiques et sympathiques. Ces derniers peuvent influencer aussi directement la paroi. Le système intrinsèque possède une autonomie propre. Les neurones intramuraux qui le constituent sont capables de s'organiser en boucles réflexes, responsables des mouvements spontanés de la musculature et aussi de la sécrétion basale. En ce qui concerne l'innervation extrinsèque de l'œsophage, elle est double. Elle est d'une part sympathique et d'autre part parasympathique. En ce qui concerne l'innervation parasympathique, les axones efférents parasympathiques ont leur corps cellulaire au niveau du bulbe rachidien et ce sont des axones efférents qui vont aller joindre l'œsophage. Ces axones forment deux types de populations. Le premier type, ce sont des axones à fonction excitatrice cholinergique. Et je souligne bien à fonction excitatrice cholinergique qui s'articulent avec des neurones intramuraux cholinergiques excitateurs, c'est-à-dire qui vont agir sur les ganglions intramuraux qui contiennent des neurones excitateurs dont on a parlé auparavant. Leur activation provoque une réponse motrice du muscle lisse. Le deuxième type d'axone, c'est les axones à fonction inhibitrice. Là aussi, je souligne à fonction, c'est la fonction que j'indique ici, à fonction inhibitrice, qui sont également cholinergiques, mais qui s'articulent avec des neurones intramuraux non cholinergiques, non adrénergiques. En général, ce sont des neurones purinergiques inhibiteurs. Leur excitation, c'est-à-dire l'excitation de ces axones, entraîne une hyperpolarisation des muscles lisses et provoque donc le relâchement de la paroi. Le deuxième système, c'est le système sympathique. L'œsophage reçoit également une innervation sympathique dont les corps cellulaires sont localisés au niveau de la zone intermédiolatéral de la moelle épinière et ce sont des axones
préganglionnaires qui quittent la moelle par la racine postérieure et font synapse avec des neurones postganglionnaires adrénergiques qui vont agir sur la paroi de la musculature lisse en provoquant son relâchement ou bien en inhibant l'action motrice des neurones intramuraux cholinergiques. Je reviendrai par la suite à cette action lorsque nous aborderons la régulation. De point de vue glande, l'œsophage contient à sa lumière quelques petites glandes qui sont enfoncées dans la sous-muqueuse et sécrètent du mucus. Ces glandes sont quasi absentes chez les espèces dont l'appareil salivaire et dentaire sont très développés, comme par exemple le chien, le cheval, l'homme, etc. Par contre, ils sont très abondantes chez les oiseaux qui n'ont pas de dents ou chez les reptiles, par exemple, qui avalent leur proie sans la